Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, j'accueille Megan Lagrève, Head of Product Marketing chez Malt, pour parler du positionnement. Un concept pas toujours très bien compris alors que c'est l'un des piliers du PMM. Si je devais résumer ce qu'est le positionnement en une phrase, je dirais que c'est l'art de rendre évidente la valeur que le produit apporte à son audience cible dans un marché donné. Vous l'aurez compris, un positionnement bien défini et exécuté est la clé pour rendre un produit super puissant. Car il permet de répondre à la question « Pourquoi on devrait choisir votre produit plutôt qu'un autre ?» J'avais à cœur de parler de ce sujet avec Megan car elle a travaillé sur la construction d'un positionnement pour un nouveau produit stratégique dans le cadre d'une acquisition d'une entreprise allemande. Dans cet épisode, Megan nous livre la méthodologie développée chez Malt pour définir un positionnement clair et efficace. On va parler de la définition du positionnement et en quoi ça se différencie du messaging et du branding, de la mise en place d'un système de tiering pour définir le niveau d'investissement à avoir pour le lancement d'une feature ou d'un produit, de la méthodologie étape par étape pour construire le positionnement, de la répartition des rôles avec les parties prenantes à chaque étape du process, et enfin de la stratégie go-to-market pour diffuser ce nouveau positionnement en interne et en externe. J'espère que ce retour d'expérience vous permettra de mieux appréhender le travail du positionnement pour gagner en impact. Bonne écoute! Hello Megan, comment tu vas? Hello Carlotta, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Malt? Moi, je m'appelle Megan Lagrève et je suis Head of Product Marketing chez Malt depuis un petit peu plus de 2 ans. Avant ça, j'ai passé 4 ans chez Google à Dublin et 3 ans chez Facebook à Paris comme Program Manager et j'aime le piano, les oiseaux et la pole dance. Et donc Malt, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 et on est une marketplace européenne et une solution qui permet à des entreprises et des freelances de travailler ensemble simplement et en toute sécurité. Aujourd'hui, on fédère une communauté de plus de 500 000 freelances qui vont mettre leurs compétences au service d'entreprises qui recherchent à travailler avec des talents externes. Dans la boîte, aujourd'hui, on est 600 personnes à travers 8 pays. De ce que j'ai compris, l'équipe Product Marketing a pas mal évolué depuis que tu es arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisée aujourd'hui l'équipe ? Quand je suis arrivée en 2021, il y avait une seule PMM qui était rattachée au marketing. Et comme Malt, on est quand même une entreprise B2B avec une grosse équipe de sales, il y avait un gros besoin sur l'enablement, sur la création de contenu. Donc depuis, mon rôle, ça a été de construire l'équipe, donc remonter le cycle de vie du produit pour apporter de la valeur dès la phase de discovery jusqu'au go-to-market. On a varié un petit peu, on a eu une période de double reporting où j'étais côté marketing avec la CMO et en même temps rattachée à la CPO, donc Chief Product Officer. Et aujourd'hui, on a une équipe de 6 et je suis en reporting direct avec la CPO. Et comment elle est organisée du coup l'équipe? Ces 6 personnes sont full stack ou c'est plutôt chacun est vraiment spécialisé dans un domaine du product marketing? Ouais, on est une équipe product marketing full stack dans le sens où on couvre toutes les facettes du job. Donc on a une personne qui va faire de la market research, une autre du positionnement, du pricing, du messaging, du product enablement, go-to-market et contenu. Et on s'est spécialisé dans le sens où on a un focus principal. Par exemple, une personne qui est très bonne sur le positioning va faire ça en sujet principal et en même temps être en soutien s'il y a besoin lors d'un lancement, par exemple. Alors Megan, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet bien particulier et qui est en fait un des piliers du product marketing qui est le positionnement. Et tu vas pouvoir nous partager tout le travail que toi et ton équipe avez fait sur ce sujet dans un contexte qui est assez particulier puisque c'est un contexte d'acquisition d'une entreprise étrangère. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis et ton point de vue sur qu'est-ce que c'est que le positionnement et pourquoi c'est important de le travailler. Le positionnement, vaste sujet, c'est pour moi toute l'analyse qu'on va faire pour définir où on va se situer sur le marché par rapport à la concurrence, par rapport au potentiel de notre produit et aux besoins de l'audience. Il y a une comparaison avec l'immobilier que j'aime bien, dont leur mantra c'est localisation, localisation, localisation. Et en gros l'idée c'est tu peux upgrade ta maison avec toutes les plus belles cuisines ou les plus belles salles de bain du monde. Si t'es dans un quartier pourri, tu la vendras jamais. Et donc le positionnement du produit ou d'une offre, c'est un peu la même chose. Donc c'est bien si tu upgrades ton produit avec des features, une belle expérience utilisateur, le plus beau design. Mais si ton positionnement il est mauvais, ça veut dire que tes clients ils penseront pas aller te chercher. Même si ton offre est meilleure, tu n'auras pas d'adoption. Ça fait un petit peu abstrait comme ça, mais c'est ta position dans l'écosystème concurrentiel et là où tu vas apparaître vraiment pour un utilisateur comme la solution face à un besoin donné.
J'aime beaucoup cette comparaison. Du coup, si on vient au fait de pourquoi c'est important de le travailler, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors si je synthétise, si tu connais ton positionnement, tu peux dire non. Et si tu connais pas, tu vas dire oui parce que tu vas avoir peur, dans le sens où tu vas dire oui à des features parce que tu vas avoir un peu peur de qu'est-ce qui se passe si je développe pas de cette feature. C'est un peu un FOMO perpétuel qui va pas te rendre distinctif en fait sur le marché, et c'est clairement intenable en termes de ressources, de product design. Bien sûr, si on le dit comme ça paraît être super évident, mais en fait dans les faits c'est hyper difficile à faire accepter parce que ça veut dire que tu acceptes de renoncer à des opportunités court-termistes dont tu vois le bénéfice très très clairement pour un objectif qui va être long terme, un peu moins tangible, mais en fait c'est cet objectif-là qu'il faut aller chercher. Il y a aussi cette notion, je trouve, qui est intéressante de temporalité, court terme, moyen terme, long terme, et de se dire que c'est pas parce que aujourd'hui on a fait un positionnement, on le fait par rapport à un contexte donné, qu'il est pas voué à évoluer. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête, de se dire que c'est pas forcément le positionnement, il est pas marqué et on va plus jamais le toucher, mais au contraire, il est voué à évoluer au final. Ouais, c'est ça. Faut pas être rigide. Il y a plein d'exemples de grandes entreprises qui vont fait complètement évoluer leur positionnement parce que tu t'adaptes aux évolutions du marché, de la consommation. Parfois, ça peut être la législation, les concurrents. Mais ce qui va rester constant, ça va être la vision de ton entreprise, et c'est ce cap-là que tu vas aller chercher en ajustant en fonction de ces différents facteurs-là. J'ai une question parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est de se dire, c'est quoi la différence entre le positionnement, le messaging, le branding? On a l'impression que c'est un peu tout pareil. On se mélange un peu les pinceaux. Est-ce que très rapidement, tu peux nous dire justement en quoi le positionnement se différencie du messaging et du branding? Alors, ton positionnement, donc c'est qui tu vas être, et le messaging, ça va être la traduction écrite de ton positionnement. Donc, une fois que tu as défini ta proposition de valeur, que tu as ton angle de positionnement, tu vas devoir le raconter sur tous tes supports et tu vas faire varier ces messages en fonction de l'audience. Par exemple, tu vas pas exprimer de la même manière un message sur un grand billboard marketing versus sur ta présentation sales ou ta FAQ produit. Donc, voilà. Donc, c'est toute la manière de raconter ton positionnement. Donc, ça, c'est le messaging. Et le branding, ça va être ton identité de marque, donc qui tu es. Généralement, c'est surtout défini au niveau de l'entreprise, et après, tu le cascades au niveau de tes offres ou de tes features. Et ça s'exprime avec différents éléments, hein. Ça peut être l'expression visuelle que tu vas utiliser sur tes supports marketing ou sur ton produit, la photographie, les couleurs. Chez Malte, on a des shapes un petit peu particulières, une charte graphique très précise. Ça va être aussi ce qu'on appelle le tone of voice, qui sont les guidelines de comment tu vas exprimer les choses dans ton messaging, quel ton tu vas avoir, quel champ sémantique, quel terme tu vas utiliser. Donc voilà, donc c'est 3 facettes assez différentes qui vont te permettre d'exprimer ta stratégie. Oui, au final, le positionnement, c'est un peu le squelette qu'après on vient habiller avec les messages, le branding, la tonalité de discours, le graphisme, etc. C'est ça. Alors, rentrons dans le sujet du positionnement et du cas concret sur lequel tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce qui t'a amené justement à lancer ce travail de positionnement? Pour te redonner un petit peu de contexte sur comment les équipes travaillaient un peu avant que j'arrive. Donc, les équipes produits, elles se concentraient surtout sur l'amélioration de l'expérience pour les freelances et les clients. Et il n'y avait pas beaucoup de grosses features qui nécessitaient un gros travail de positionnement. C'était plus l'amélioration de l'existant. Et donc petit à petit, on a eu des nouveaux product directors, on a notre CPO qui sont arrivés, et donc des plus grosses features qui ont nécessité l'implication de l'équipe product marketing. Donc avec ce volume, on a dû commencer à prioriser et donc mettre un cadre. Parce que d'une part, en termes de charge de travail, ça devenait un peu trop pour l'équipe PMM. Et d'autre part, parce qu'il y a ce truc chez le product manager qui travaille sur leurs features, sur leurs produits. C'est forcément le produit le plus important de l'année et il faut sortir l'artillerie lourde en termes de communication. Donc on sait que c'est pas viable. On veut pas noyer l'audience sous une montagne de communication dès qu'on a une nouvelle feature qui sort, parce que en fait tu perds ton impact. On a mis en place un système de tiering, donc 3 tiers, avec pour chacun la liste des efforts product marketing qui seront associés. Alors, disclaimer, on l'a mis en place depuis cette année, donc on est encore en train de l'affiner. Mais l'idée, c'était donc d'avoir le plus petit tiers, donc tiers 3, ça va être une feature qui est juste une amélioration de l'existant. Donc ça va nécessiter de la part de PMM une mise à jour des supports pour le go-to-market. Et sur le positionnement lui-même, on va définir quelques éléments clés de langage pour que ça soit bien harmonisé à travers le produit et tous les supports autour de cette feature-là. Donc ça, c'est minimum effort, on va dire. Sur la sortie tiers 2, c'est une feature qui va arriver comme une extension
assez importante de l'existant et qui va avoir un impact tangible sur le business ou sur les utilisateurs. Typiquement, là, on a lancé des intégrations API avec des systèmes d'achat clients. Pour nous, ça, c'est un tiers tout. Et donc, sur le positionnement, on va faire un document de positionnement avec, on va ajouter par exemple le positioning statement, les bénéfices pour nos personas clés, quelques piliers de messaging et au niveau de la discovery produit, on utilise la méthode Discovery Discipline que je pense que tu connais parce que Tristan Charvilla, donc qui est VP Design chez nous, on l'utilise et le PMM va intervenir dans la phase de claim, qui est un exercice de tweet où on va formaliser le positionnement en 250 caractères. Donc ça, on va le travailler avec le PM. Et sur la phase unfold, qui sera en fait de travailler le copywriting et le messaging produit. Pareil, avec le PM, avec un investissement plus sur la relecture que sur vraiment un gros travail de fond, parce que le PM aura déjà commencé à travailler dessus. Et enfin, une sortie de tiers 1. Donc là, ça va avoir un énorme impact sur l'entreprise. Ça sera pas forcément une sortie technique, un nouveau produit. Ça peut être une nouvelle catégorie, un nouveau pricing, un nouveau positionnement. Donc là, il y aura besoin d'un gros effort marketing pour le lancement et aussi et surtout un alignement à travers toutes les strates de l'entreprise. Et là, sur le positionnement, donc on va faire toujours ce doc de positionnement super complet et on va être beaucoup plus actif aussi dans la phase de discovery, en travaillant encore plus sur les phases de claim, en rédigeant vraiment c'est le tweet dont je parlais, en travaillant tous les touchpoints et la copie avec l'UX Writer sur la partie Unfold. Comment est-ce que vous décidez si la feature c'est tier 1, 2, 1, 2 ou 3? C'est toi qui propose et le PM qui valide? Comment ça se passe? À la base, on voulait faire un système de scoring, en fait, de répondre à certaines questions. Est-ce que ça a un impact sur le business? Est-ce que ça a un impact sur les utilisateurs? Oui, non, ou plutôt de 1 à 5, etc. Finalement, on s'est dit que c'était un peu une usine à gaz, nous, à ce stade, parce qu'en fait, on va pas sortir des features tous les mois. Je pense que c'est utile quand tu as peut-être, 10, 20 features qui sortent par mois. Donc là, en fait, comment on fonctionne? On travaille avec les PM, on fait une recommandation auprès des product directors, on se met d'accord et en fait on part sur ça. Ok, donc assez simple. Ouais, c'est simple. Et donc là, ce que tu vas nous présenter, c'est le travail de positionnement sur un tier 1, j'imagine. Exactement. Je te laisse la parole là-dessus si tu veux nous en dire un peu plus. Pour te remettre un petit peu le contexte, à la base, la communauté free de Malte, on s'est construit avec surtout des développeurs. Petit à petit, on a les métiers de l'IT et du digital qui sont arrivés sur Malte. Après la phase de Covid, toutes les fonctions support, donc finance, RH, pareil, ça s'est développé sur la plateforme. Et enfin, les consultants et managers de transition sont devenus une audience intéressante pour nous. Et donc, on a racheté Comatch en 2022, qui est une plateforme de consultants, de managers et de transition indépendants. Donc, c'est une entreprise allemande. Et l'objectif ici, ça a été de s'appuyer sur la force de frappe de Malte et de notre équipe tech, qui est composée d'une centaine de personnes, pour intégrer tous les process, les outils, les utilisateurs Comatch. Et ensemble créer cette nouvelle verticale qui est dédiée au consulting avec son produit propre, un système de vetting des profils consultants et donc qu'on a appelé Malte Stratégie. Qui dit nouvelle verticale, nouvelle offre et nouveau produit, dit nouveau travail de positionnement. Donc c'est pour ça que c'était une importance très stratégique pour Malte, donc un tier 1. Est-ce que ce travail de positionnement de cette nouvelle verticale, elle a impacté du coup au global le produit et la marque Malte? Oui, là clairement on est sur une sortie pas très conventionnelle parce qu'en parallèle on a retravaillé le positionnement de la marque Malte Corporate avec notre tone of voice et comment on s'adresse à nos audiences parce que en fait le Comatch et Malte avaient une manière assez différente d'adresser leur audience. Donc notre équipe brand a travaillé sur un refresh de notre identité de marque corporate. Et on a eu l'agence Coto qui nous a aidés pour avoir le meilleur refresh possible. Et cette nouvelle verticale, juste pour finir, elle est du coup dispo, c'est que disponible en Allemagne ou c'est multi-pays? Comment est-ce que ça va être lancé? C'est lancé dans tous les pays dans lesquels on a des opérations, donc dans 8 pays. C'est un lancement international, donc ça implique de s'adapter aussi aux cultures locales. Donc voilà, donc ça a un impact sur comment on le lance là en octobre. Rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes clés sur lesquelles tu es passé pour construire ce nouveau positionnement produit? Comme pour tout, la recherche, la user research, c'est l'étape la plus importante, en tout cas dans le positionnement. Donc nous, ce sera la première étape de ce positionnement produit. Donc on a notre équipe de user research qui a fait une grande étude quali et quanti sur l'expérience des utilisateurs et des clients de Comatch.
donc la boîte qu'on a achetée, et leur perception aussi a priori de Malte. Donc un gros travail de leur côté. Côté PMM, on avait réalisé des études en début d'année pour définir nos personas, on avait fait des interviews, crunché la data, désolé pour les anglicismes. Et Comatch avait fait la même chose de son côté. Et donc, on a réutilisé ça. Et en parallèle, avant l'acquisition, il y a une étude de due diligence sur le marché qui avait été faite. On avait un bon terreau pour construire ce positionnement. Donc ça, c'est l'étape 1, faire de la recherche. Une fois que donc la PMM en charge de ce positionnement a bien intégré toutes ces infos, la deuxième étape, c'est d'identifier les besoins ou les pain points de notre audience. Donc nous, la particularité, c'est qu'il y a à la fois les clients et à la fois les consultants, et de formaliser tout ça dans un doc de positionnement. Un exemple pour les consultants, un des besoins, c'était d'avoir une relation privilégiée avec un contact humain qui l'accompagne sur les projets. Je vais juste en citer un, mais voilà, on a fait la liste. Et pour les clients, un point important, c'était la qualité des profils qui leur étaient proposés. Donc vraiment, à cette étape, on parle pas encore de solution à ces problèmes, on reste vraiment focus sur le besoin de l'utilisateur. Ça va nous permettre de former l'intro de notre positioning document, et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on y rajoute des citations, des références à la user research pour que ça soit concret pour quiconque arrive sur le document et n'a pas forcément tout ce contexte. Cette deuxième étape d'identification des besoins pain points, c'est le PMM qui s'en charge tout seul ou c'est un travail d'équipe avec d'autres métiers ? Donc c'est le PMM qui va faire la première version, et en fait Il ou elle va aller confirmer que ces pain points sont bien les plus importants. Avec nous, par exemple, côté client, ça va être, on va aller voir le business, donc peut-être les head of sales ou vérifier avec quelques équipes commerciales. Et côté freelance, pareil, on va vérifier, on a une équipe qu'on appelle community dans le département freelance qui va bien valider que c'est les points qu'on va devoir adresser dans le positionnement. Donc on a deux premières étapes qui vont être très focus sur de la discovery, exploration, et j'imagine que la troisième étape, elle est plus dans on écrit et on met à plat des choses pour développer la solution. Ouais, exactement. Une fois qu'on a bien cerné le sujet, on va commencer à rédiger la première partie du positionnement, toujours au sein du même doc, hein, avec donc on a des sections, on a créé un template qu'on réutilise à chaque fois, et je pourrais le partager si ça intéresse d'autres personnes. Donc on commence par le nom de l'offre et ce qu'on appelle un one-liner. Donc c'est une ligne qui va décrire hyper simplement ce qu'est ton service ou ton offre. Donc nous, c'est Malte Stratégie, la communauté des consultants et des managers de transition. Donc pas de fioriture, juste ça. Après, ta catégorie et ta sous-catégorie. Après, on va rajouter quelles sont les alternatives concurrentes. Qu'est-ce que ferait l'utilisateur si on n'existait pas? Nous, ici, ça serait, en fait, je vais passer par des agences de consulting un peu classiques. Et enfin, dans cette première partie, on rajoute les terminologies associées. C'est pas obligatoire, mais nous, on voulait pas qu'il y ait de dichotomie entre un freelance qui est sur Malte et un freelance qui est sur Malte Stratégie. Donc, c'était important qu'on donne vraiment le ton pour pas créer une guerre, en fait, entre les freelances qui sont sur Malte parce qu'ils sont tous importants. Donc voilà. Donc ça, c'était la première étape de formalisation. Et donc, la quatrième étape, c'est de faire un tableau avec nos différentes personas. Et pour chacun de décliner, pour chacun des besoins, on va écrire en fait quelle est la valeur que notre solution va leur apporter et comment on le prouve, donc avec des proof points. Par exemple, côté consultant, on a identifié le besoin qui est de recevoir des offres de projets quali sur lesquels ils vont avoir envie de travailler. Donc la valeur de notre produit de Malte Stratégie, ça va être de recevoir uniquement des opportunités de projets qui sont sérieuses et qui collent avec leur profil et avec leurs tarifs. Et donc comment on prouve ça? On prouve parce que toutes les opportunités de projets donc envoyées aux freelances, aux consultants sont étudiées par notre équipe pour justement garantir un certain niveau de qualité. Donc en fait, en alignant les trois, on réussit petit à petit à ressortir en fait la value proposition de notre offre. C'est un exercice qui peut prendre beaucoup de temps, suivant le nombre de personas, le nombre de besoins. Il faut bien valider aussi que la valeur que tu apportes aux besoins est la bonne. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on refait un check avec quelqu'un du business, quelqu'un côté freelance pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et éviter les allers-retours. Et est-ce que parfois, par exemple dans ce travail, par rapport à ce travail de match avec les personas, vous vous êtes dit en fait finalement ce persona on répond pas si bien à ce besoin et au contraire on répond plus aux besoins d'un autre persona et du coup vous avez un peu adapté la cible et l'audience que vous voulez adresser? Exactement. Sur cet exercice précis, on a fait l'exercice pour les utilisateurs de Malte versus les utilisateurs de Malte Stratégie. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois la value proposition qu'on avait établie pour Malte Stratégie, elle n'était pas
assez différenciante par rapport à l'offre de Malte. Donc en fait, rien que de le formaliser comme ça te permet en fait de retravailler aussi ton positionnement. Donc oui, c'est un travail itératif et le process en soi te permet d'affiner. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui nous a permis d'aller vraiment au cœur de qu'est-ce que Malte Stratégie. On essaye de pas avoir plus de 4 value propositions parce que sinon ça devient illisible. Et en fait, si un utilisateur lambda ne comprend pas en fait pourquoi je devrais utiliser ce produit en 3 secondes, c'est qu'on a loupé l'exercice. Et même 4, au final, 4 value prop, ça fait beaucoup aussi, j'imagine. Ouais. Est-ce que du coup elles sont priorisées ou par exemple il y a un chapeau the main value prop et après hop ça c'est décliné en peut-être 3 sous-messages? Ouais, elles sont priorisées. Pour chacune, on a un message, on les appelle les messaging pillars, mais qui permettent d'illustrer. Et en fait, en fonction des supports, on va en utiliser 1, 2, 3 ou 4. Parce que voilà, dans le produit, par exemple, il faut être super synthétique et en général, on va plutôt en utiliser 2 voire 3 max, alors que par exemple sur une landing page, on aura assez d'espace pour parler de toutes ces value propositions. Donc, si je résume, au final, la construction d'un bon positionnement, et comme vous l'avez fait, c'est basé sur 4 étapes. Les 2 premières qui vont être vraiment basées sur de la discovery et de l'exploration, la user research, identifier les besoins, les pain points. Et après, les 2 dernières étapes qui sont plus sur de la formalisation, donc cadrer le positionnement stratégique avec les informations clés et vraiment ensuite associer et aller dans le détail de à quelle valeur est-ce qu'on apporte à chaque persona et comment est-ce qu'on le prouve. Exactement. Dit comme ça, c'est simple. Pour l'avoir fait aussi, ça prend du temps. Et justement aussi, un autre sujet qui va dans ce thème-là, c'est les parties prenantes, parce que c'est pas un travail qu'on fait toute seule dans son coin. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que sont impliquées les différentes équipes, les différents métiers dans chacune des étapes, et comment est-ce que vous avez réussi à bien définir le rôle de chacun pour pas qu'il y ait d'overlap, de frustration ou autre? Ouais, en fait c'est un peu lié à ce que je disais au début, que là comme il y a un impact fort sur l'image de marque de Malte et sur la stratégie, ça a été un travail collaboratif, notamment avec notre équipe d'exec chez Malte. Mais si je synthétise sur la phase de user research, donc c'était l'ownership était côté user research, donc c'est eux qui ont mis en place l'étude de perception produit. Et nous de notre côté PMM, on était responsable de l'étude de marché et de centraliser toutes ces informations. Sur la partie positionnement, si je fais un RACI, donc PMM, donc qui travaille sur ce document de positionnement, était donc responsable, donc en charge d'organiser les meetings d'alignement, d'aller chercher les informations, de retravailler les values propres en fonction des différents feedbacks. En termes d'accountability, donc c'est un combo de notre CMO, de notre Chief of Freelance Department et de notre CEO qui sont en fait en validation finale des grandes values propres de la tagline et du nom. Donc sur Malte Stratégie. Sur les contributeurs, il y en a eu beaucoup. Comme c'était un rachat d'une autre entreprise, ça a été important pour nous d'inclure les founders de Comatch qui connaissent super bien leur audience, leurs produits. L'ancien directeur marketing de Comatch, bien sûr tous les directeurs produits et aussi dedans on peut aussi inclure les différentes équipes sales, community qui ont participé aux études. Régulièrement, on envoyait en fait un update, soit via Slack, soit email à notre équipe Comex pour les informer de l'état d'avancement du projet de positionnement. Et comme on est dans le cadre d'une PMI, donc Post-Merger Integration, c'était important d'expliquer aussi à toutes les autres équipes où est-ce qu'on en était parce que la définition du positionnement avait un impact sur d'autres supports de communication et d'autres équipes. Donc, in fine, informed, c'est un peu toute la boîte. Mais voilà, d'habitude, on va informer les équipes produits parce qu'ils travaillent sur les écrans, qu'ils aient une visibilité aussi sur la roadmap marketing et les aider dans le roadmap produit. Donc voilà, surtout produit et marketing. Quels outils vous avez utilisés pour ce travail ? Alors, on a cette structure de document de positionnement qu'on réutilise, donc un Google Doc avec la trame que je viens d'expliquer. C'est hyper important d'avoir un document central de référence qui va faire office de source of truth parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'info sur le sujet.
mais pour autant, ils seront peut-être amenés à travailler sur des touchpoints, que ce soit des supports marketing, produits ou autres. Donc avoir ce doc de référence, ça te permet de maintenir une cohérence dans ton messaging, donc de ta presse sales à ton écran produit, en passant par tes emails de rétention, tout ça. Et sur d'autres positionnements, on a d'autres outils qu'on peut utiliser. Par exemple, on fait une positioning map. Donc ça va être une cartographie qui te permet d'expliquer simplement à des stakeholders où tu te situes, où ton produit ou ton entreprise se situe par rapport aux concurrents. Donc en gros, tu traces 2 axes avec 2 caractéristiques d'une offre. Pour Malte, ça peut être par exemple un axe expertise en gestion de flotte de freelance, haute ou basse, et un autre axe expertise en sourcing de talent, donc haute ou basse. Et donc pour chacune de ces caractéristiques, tu vas placer ta concurrence dans cette map et ton entreprise. Et donc à partir de là, tu vas réfléchir dans quel cadran en fait tu vas vouloir évoluer. Et donc ça va aider aussi dans la définition de ta stratégie de positionnement. On a aussi un autre petit outil qui fonctionne assez bien, c'est le diagramme en radar. Tu vas prendre des types de fonctionnalités pour chacune de tes branches avec une échelle gradée, je sais pas, de 1 à 5, de 1 à 10. Et pour chaque concurrent, tu vas noter chaque fonctionnalité, donc chaque branche. Et après, tu vas relier toutes les branches. Et bien sûr, tu te rajoutes aussi sur ce radar. Et donc ça te permet de comparer en 2 secondes là où tu vas être similaire à des concurrents, là tu vas être super différent. Et ça va te permettre de dire, ok, nous on joue dans la cour de tel concurrent, ou alors on voudrait être plus fort sur telle partie de la fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est des outils qui peuvent être utilisés dans le positionnement. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi parce que le positionnement, comme tu l'as dit, finalement, ça se concrétise dans un fichier, dans un doc. Et le plus dur, au final, c'est de l'implémenter. En tout cas, c'est au moins les 50% du travail restant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as diffusé ce nouveau positionnement en interne, mais aussi comment est-ce que vous avez travaillé le go-to-market de ce nouveau positionnement ? C'est un très bon point. Tu peux avoir le plus beau positionnement du monde sur un document. Si personne ne le lit, tu auras loupé l'exercice. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des guidelines simplifiés et partageables à différentes équipes. On en a fait la brand, on a fait un sur le tone of voice, donc à destination des équipes product design, communication, contenu. On a fait une synthèse en 2 ou 3 slides des propositions de valeur et de la tagline de Malte Stratégie, donc surtout à destination du produit, parce qu'ils allaient construire les écrans. Et enfin, un glossaire des termes à utiliser ou à ne pas utiliser qui a été co-construit avec notre UX writer et l'équipe brand. Une fois qu'on avait ces guidelines bien en place, on a eu une phase d'évangélisation des équipes. Donc en gros, ça a été un roadshow dans différents meetings, produits, sales, marketing. On a fait une présentation dans le Hollands de Malte. Toute la boîte est à ce meeting-là. On fait régulièrement des rappels dans la newsletter produit interne qu'on a, qui est à destination de toutes les équipes. Et régulièrement, on fait des annonces on utilise Slack, donc dans les channels Slack, pour être sûr que voilà, tout le monde est bien au courant. Et une autre astuce, ou en tout cas quelque chose qui nous a été super utile pour s'assurer que c'est bien implémenté, c'est d'avoir des relais en fait qui sont bien formés sur le sujet, donc des POC, Point of Contact, dans toutes les équipes qui vont produire du contenu et à travers tous les marchés. Ici, on a eu une super collaboration avec notre UX writer parce qu'on intervenait sur des écrans clés qui nécessitaient un travail de positionnement. Par exemple, comment tu montres l'intérêt de postuler à Malte Stratégie à un consultant dans son parcours d'onboarding sur le produit. Et donc pour ça, on a bossé vraiment en collaboration très très étroite avec elle pour qu'on s'assure que tous les messages partagés dans le parcours utilisateur était cohérent avec le positionnement de départ qui avait été établi. Et du coup, est-ce que vous avez aussi travaillé, quand tu parlais des différents tiering, il y avait aussi un go-to-market et des actions à mettre en place par rapport à ça. Comment est-ce que ça s'est traduit du coup pour Malte Stratégie ? Un des piliers de notre positionnement ici, c'est que l'accompagnement personnalisé et humain est super important pour l'audience. Donc que tu sois un client ou que tu sois un consultant. Donc, on a essayé de créer une cohérence entre les canaux qu'on a activés dans le go-to-market et cette proposition de valeur principale. Par exemple, ça s'est traduit par un accompagnement humain de notre cible pour l'adoption, chose qu'on fait vraiment rarement, même jamais. Et ensuite, on a adapté tous les relais d'activation dans le produit pour l'onboarding. On a fait des product tours, des tooltips, etc. On a adapté pour l'audience. Et on fait aussi un lancement global, donc global et local, avec une conférence d'annonce en ligne qui va être internationale, qui est couplée elle-même à des événements de lancement
événement dans chaque marché le jour du lancement, donc le 12 octobre. Et donc là, ça va répondre à ce côté accompagnement humain, événement un peu networking, se rencontrer. Et donc c'est comme ça que notre go-to-market a été façonné par rapport à une des propositions de valeur principales. Super intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte en fait l'importance de bien définir ses personas en amont et de bien comprendre à qui on veut s'adresser pour être le plus pertinent possible après quand on va en parler et vraiment diffuser cette nouveauté ou ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité sur le marché. Exactement. Tu parlais justement de lancement local, qui est super intéressant. D'où ma question, comment est-ce que vous avez pris en compte la dimension internationale dans la construction de ce positionnement ? De base, l'équipe Product Marketing chez Malte est responsable de la connaissance marché et de la compétition internationale. Donc, par exemple, on va créer des battle cards dans chaque pays, on va travailler avec des analystes et faire des synthèses de rapports, etc. Donc, ça nous permet de base d'avoir cette vision globale qui nous permet de construire un positionnement en ayant ces informations-là. Et en plus de ça, bien sûr, on a travaillé avec les équipes qui sont en local pour la construction de ce positionnement-là. Et de manière générale, si le positionnement est amené à varier en fonction du pays, parce que ça peut arriver en Allemagne ou en France, tu vas pas mettre le même accent. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre doc de positionnement, on va avoir soit une section, soit un sous-document par pays qui va préciser comment s'exprime le positionnement sur ce pays en particulier. Donc, en termes de variation, ça pourrait être un glossaire spécifique. Quels sont les termes qu'on va utiliser? Quels sont les USP? Comment elles vont être priorisées peut-être un petit peu différemment? Quels sont les piliers de messaging qui vont être adaptés à la culture locale? Est-ce qu'il y a un nom spécifique pour cette offre? Parce qu'on a eu des exemples où on a lancé des produits vraiment un peu de manière très bourrin, la même chose partout sur tous les pays et ça n'a pas forcément fonctionné. On essaye vraiment aujourd'hui de personnaliser tout en gardant un squelette commun pour que l'offre ne soit pas non plus complètement dénaturée dès que tu changes de pays. Donc voilà comment on essaye d'avoir cette dimension internationale. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super clair. Merci à toi. J'ai une petite question en retour d'expérience. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour mener ce type de travail, ce serait quoi ? Le plus important, c'est d'impliquer les bonnes parties prenantes sur la validation bien en amont, définir qui valide quoi pour éviter d'avoir des allers-retours parce que tout le monde a un avis, tout le monde veut exprimer son avis, mais à un moment il faut en fait prendre une décision et il faut savoir qui a le dernier mot. Surtout nous ici c'est un sujet qui est sensible, on est dans le cadre d'une acquisition, ça a été important pour nous de bien définir ça dès le début pour pouvoir avancer plus rapidement parce que une fois que ton positionnement est fait, tu rentres très rapidement dans le concret de construire ton produit, d'écrire ton messaging dans tes écrans, etc. Donc, c'est important que ce soit bien validé tout au début. Trop bien. Merci pour ces petits conseils. Et on passe aux 3 dernières questions de la fin, si tu es d'accord. Ouais. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi ? Moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui aurait structuré une équipe product marketing multi-pays parce que c'est un sujet que moi, j'ai eu à affronter et comme j'ai pu, aujourd'hui, ça fonctionne, mais ça serait intéressant d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui a des équipes en centrale, donc qui travaille au global, et des équipes dans les marchés et savoir comment ils collaborent. Je note. Quelles ressources ou livres tu recommandes ? Moi, j'aime bien Sharebird. Je trouve beaucoup d'infos chez eux et ce que j'aime particulièrement, c'est le côté forum où en fait tu vas avoir des interactions entre différents PMM et autres fonctions qui se donnent des conseils et en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Oui, je suis d'accord. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et si des personnes souhaitent te remercier, échanger avec toi davantage sur ce sujet, quel est le meilleur moyen pour te contacter ? LinkedIn. LinkedIn, ça sera le plus simple. Bon génial. Merci encore Megan pour tout ce partage d'infos. C'était super intéressant. Merci à toi. C'est pas un sujet très simple, mais j'espère que mon humble témoignage aidera d'autres PMM qui se lancent dans l'aventure du positionnement. J'en doute pas. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.